On va voir ici deux outils pratiques qui permettent de mesurer en partie les inégalités sociales. C'est la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini. Donc, on s'intéresse à la répartition du revenu disponible par tranche de 10% de la population, en partant du plus modeste pour aller au plus riche. On prend ici les statistiques de l'INSEE de 2016, où voilà, on a la part du revenu global en pourcentage en fonction des revenus, des tranches de revenus des ménages. Donc si on prend les 10%, ici si on fait la lecture, hein, si je prends les 10% des plus pauvres, puisque c'est ceux qui ont le revenu le plus faible, donc après impôts et prestations sociales déduites, les 10% les plus bas possèdent donc 3,6% du revenu global, des richesses si vous préférez. Alors que si vous prenez les 10% les plus hauts, c'est-à-dire des plus riches, ils possèdent eux 23,8% des richesses totales, c'est-à-dire du revenu global total. Donc il y a vraiment de grosses inégalités. Là c'est donné donc par tranche de 10%, vous voyez donc les 10% les plus bas, après on augmente, on va de 10 à 20%, etc., etc. Et on peut donner des représentations graphiques qui sont extrêmement parlantes. En voilà une que j'ai trouvée donc sur internet sur l'Observatoire des inégalités. Et voilà donc un petit peu, c'est très parlant et on voit bien que selon les tranches d'âge, selon les tranches de revenus, bien entendu, on voit les inégalités qui s'accentuent puisque la part est de très petite et elle devient de plus en plus grosse quand on va donc des plus modestes aux plus riches. Nous, on va faire maintenant une étude statistique, puisque ça c'est quelque chose de très visuel, mais ça n'est pas très mathématique. Donc, on va reprendre ce tableau de l'INSEE, donc je l'ai repris ici, parce qu'il est un petit peu grand, et on va le remplir de façon à comprendre un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour mesurer ces inégalités. Alors, j'ai repris donc les tranches, donc de 0 à 10%, de 10 à 20%, pour aller jusqu'à de 90 à 100%, donc en partant des plus modestes à gauche et les plus riches. Bien entendu, les tranches qu'il y a au milieu, ce va être les classes moyennes que l'on va avoir ici. Je rappelle qu'on est dans statistique, dans une série statistique, on a des intervalles et on est donc regroupé en classes. On a donc la part, j'ai repris les chiffres qu'il y avait sur le tableau de l'INSEE que j'ai marqué ici. Et avant de commencer quoi que ce soit, on va faire la part cumulée croissante du revenu global. Alors, la part cumulée croissante du revenu global, c'est pas tellement compliqué. C'est comme quand on faisait les effectifs cumulés croissants ou les fréquences cumulées croissantes. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, donc, je vais prendre 3,6 parce que ici, je vais prendre donc la part totale pour tout ce qui est inférieur à 10%. Si je prends les 10% plus modestes, eh bien, ils ont donc 3,6. Si je me passe ici, je vais me placer donc des 20% les plus modestes. Mais attention, je ne vais pas de 10% à 20%, je vais de 0 à 20%. C'est pour ça que je vais les ajouter. Je vais faire donc 3,6 plus 5,3, ça va me faire 8,9. D'accord? Donc là, j'ai les 20% des gens les moins riches, donc les plus modestes, possèdent 8,9% des richesses du revenu global. Si je continue maintenant dans cette case-là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les 6,4% et je vais obtenir ici 15,3. Donc là, ça veut dire que les 30% des revenus les plus modestes possèdent 15,3% du revenu global. Et ainsi de suite, on va compléter ici. Donc là, j'obtiens 22,6, ici 30,8, là 40. Donc après, je rajoute 10,3, 50,3, je rajoute 11,8, ça fait 62,1 plus 14,1, j'obtiens 76,2. Et enfin, ici, je vais obtenir 100%. Donc, je pars au départ des 10% qui possèdent 3,6%. Pour arriver à la fin, quand j'arrive à la fin, j'ai pris toute la population. Donc, j'ai bien 100% des richesses, c'est-à-dire 100% du revenu global. Maintenant, ici, avant de continuer, je voudrais revenir ici, on a vu qu'il y avait des inégalités. Si on suppose qu'il n'y a pas d'inégalité, si on n'a pas d'inégalité, ça veut dire que tout le monde doit avoir exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais le faire en orange, s'il n'y avait pas d'inégalité. Ici, j'ai donc 100% du revenu global que je sépare en 10 classes. Et donc, chacun devrait avoir 10%, ici, 10 partout,
10, à tout pour chacune des classes. Ça, c'est s'il n'y a pas d'inégalité. D'accord, sans inégalité. Et si je faisais les parts cumulées croissantes du revenu global, ben, j'obtiendrais 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. 70, 80, 90 et 100 pour les parts cumulées croissantes. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va tracer cette chose-là sur un repère. Alors, pour tracer, je vais le faire en orange déjà au départ. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas d'inégalité, je pars de 0 et à 10%, donc j'ai fait un graphique, hein, ici, j'ai pris, donc je vais de 10 à 100. Ici, je vais avoir le pourcentage de la population. Et là, je vais avoir la part du revenu global. Donc ici, si je me place ici, je vais avoir pour mon premier, si je veux tracer le polygone en fait des revenus, des parts cumulées croissantes, je vais avoir pour 10%, je vais être à 10 ici. Pour 10, 20, donc qu'est-ce qu'on fait? On a bien dit que ici, ça veut dire que on prend de 0 à 20, donc ici je serai à 20 à cet endroit-là, et ainsi de suite. Je vais obtenir quelque chose comme ça, et je vais pouvoir tracer la droite correspondante, je vais obtenir cette chose-là. Voilà, ça c'est s'il n'y a pas d'inégalité. Cette droite, vous la connaissez, c'est la droite qui part en diagonale, elle a pour équation y égale x, et elle s'appelle la première bisectrice. Alors, pourquoi la première bisectrice? Je vous ferai un rappel mathématique un petit peu à la fin, pour vous expliquer d'où ça vient. Donc, voilà, ça c'est s'il n'y a pas d'inégalité. Maintenant, nous, on est dans une situation où il y a des inégalités. Donc, on va représenter notre part cumulée croissante du revenu global ici sur le graphique. Alors, je l'ai fait par avance, donc je reprends ici le graphique. Voilà comment ça marche. Alors, je vais inverser comme ça. Donc, je prends ici pour 3,6, donc je prends cette ligne-là. 3,6, c'est pour l'intervalle 0,10. Donc j'ai pris 3,6 ici, ça correspond au point qui est à cet endroit-là. Ensuite, pour la classe 10-20 ici, dans les parts cumulées croissantes, j'ai 8,9. Donc ça veut dire que pour 20, je vais mettre à 8,9. Ça veut dire que ici, pour les 20% les plus modestes, eh bien, j'ai 8,9% du revenu global. Et ainsi de suite. Pour 30%, ici, je vais avoir 15,3, etc. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rejoins à la règle. Attention, c'est des segments de droite. Donc, des segments de droite ici. Chacun des points que j'ai pu faire grâce à mon tableau. Voilà. Donc, étant donné que c'est des morceaux de droite, c'est pour ça que ça nous donne un polygone qu'on appelle le polygone des parts cumulées croissantes. Donc, et cette courbe que l'on obtient, là, ce polygone, eh bien, c'est ça qu'on appelle la courbe de Lorentz. Courbe de Lorentz. Voilà, donc vous voyez que j'ai représenté la première bisectrice donc en orange comme tout à l'heure pour bien montrer que ça c'est quand il n'y a pas d'inégalité. Et là quand il y a des inégalités, eh bien on voit que la courbe de Lorentz, c'est-à-dire le polygone des parts cumulées croissantes du revenu global, eh bien s'écarte de la première bisectrice. Et bien entendu, plus ça va s'écarter, plus il va y avoir d'inégalités. Donc en fait, ce qu'il va falloir mesurer, l'écart qu'il y a entre la première bisectrice et cette courbe de Lorentz. Alors ça, on va le mesurer avec le coefficient de Gini. Ici, j'ai bien dit que la courbe de Lorentz, c'était le polygone des parts cumulées. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer cette chose-là? Eh bien, on a un graphique et on va utiliser les aires, en fait. D'accord? Donc, si je veux mesurer l'écart qu'il y a entre
entre la courbe de Lorentz et la première bisectrice, eh bien ça va correspondre à cet aire-là, c'est-à-dire l'aire qu'il y a entre les deux courbes. Ici, je vais avoir, si je mesure, il faudrait que je calcule cette aire-là. Alors pour calculer cette aire-là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va faire au départ? Eh bien plutôt que de calculer cette aire-là, on va calculer l'aire bleue qu'il y a ici en dessous de la courbe, c'est-à-dire que je vais prendre cette chose-là. Voilà, je vais essayer de ne pas en mettre trop parce qu'autrement après on ne verra plus rien. Donc je vais calculer cette aire bleue qui va être ici. Voilà. Et après, pour calculer la verte, je l'enlèverai de l'aire rose que je vais faire ici, c'est-à-dire si je prends cette aire qui est rose ici, vous voyez, je prends tout ce qui est en dessous. Et bien, si je prends tout ce qui est en dessous, c'est un triangle, donc c'est pratique, c'est facile. Et on va pouvoir obtenir. Alors, vous pourrez refaire le dessin peut-être avec des couleurs plus contrastées pour mieux voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, nous, on veut calculer l'aire qui est bleu ici. Pour calculer l'aire qui est bleu, c'est pas tellement compliqué. C'est-à-dire que ici, on voit, oui, je vais vous en dessiner un. On a ici, on a ce qu'on appelle, on a des trapèzes, puisque là, j'ai un morceau de droite, d'accord? Donc, j'ai un trapèze. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer l'aire de chacun des trapèzes. J'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, j'en aurai un dixième, mais en réalité, c'est un petit triangle. Donc, on va calculer l'aire de ces trapèzes. Ici, j'ai pris une échelle 1 mm pour 1%. Ce qui veut dire que là j'ai 1 cm de largeur, donc qui se retrouve être en fait la hauteur du trapèze, puisque ici, si je mon trapèze, on le voit très bien, j'ai les deux bases qui sont parallèles, j'ai la hauteur qui est là, et là j'ai l'autre côté. On va calculer donc les aires de ces trapèzes, donc on s'aide du dessin bien entendu et du tableau pour les valeurs, et on va obtenir donc les valeurs suivantes que j'ai calculées. Alors ici je vous ai marqué pour le triangle base fois hauteur, donc on obtient ici 18 puisque je l'ai fait, on calcule en millimètres carrés. Après pour le trapèze ici, eh bien c'est pareil, quand je fais ce calcul là, eh bien je fais donc la grande base multipliée par la petite base divisée par 2 et je multiplie par la hauteur. La hauteur c'est 10 puisque je vous ai montré que c'était la largeur du... En fait, c'est la hauteur, il faut pencher la feuille, ça correspond à la largeur du trapèze. La grande base, c'est ceci. La petite base, c'est ceci. Et on divise par 2. Donc, après, on le fait pour chacun des trapèzes qu'il y a là. J'obtiens comme résultat, j'obtiens ici 62,5, ici 121, 189, 1,5, 267, 354, 451,5, 562 et 691,5 et ici 881. Voilà, donc j'ai calculé donc l'aire de chacun de mes trapèzes ici. Si je veux donc toute l'aire bleue qui est ici, je vais avoir donc ici l'aire bleue, et bien elle va être égale à la somme de tous ces trapèzes, c'est-à-dire 3598 mm². Bien, maintenant que nous avons calculé cette aire bleue, nous allons pouvoir calculer le coefficient de Gini. Alors, le coefficient de Gini, c'est l'inégalité constatée divisée par l'inégalité maximale. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que la droite orange correspond à la première bisectrice correspond à l'inégalité, à une absence d'inégalité, c'est-à-dire une égalité totale, c'est-à-dire tout le monde est logé à la même enseigne. Vous comprenez bien qu'on a dit que plus la courbe de Lorentz s'écartait de cette première bisectrice, plus il y avait des inégalités. Et donc, si elle s'écarte au maximum, on est bien d'accord qu'elle serait comme ceci, c'est-à-dire qu'on aurait une inégalité maximale qui correspondrait à l'aire de ce triangle qui est en dessous de la première bisectrice là. Donc ça, il n'y a pas de souci, on pourra calculer cette aire-là, il n'y a pas de problème puisque c'est un triangle, on sait faire. Donc le coefficient de Gini, c'est donc l'inégalité constatée divisée par l'inégalité maximale, c'est-à-dire l'aire qu'il y a entre la courbe de Lorentz ici et la première bisectrice, c'est-à-dire cette aire verte, divisée
par l'air qu'il y a en dessous de la première bisectrice, c'est-à-dire divisé par l'air rose. D'accord? Alors, on a l'air bleu. On a donc ici, si je calcule mon coefficient de Gini, qui va être égal, donc ici, si je fais l'air entre la courbe de Lorentz et la première bisectrice, ça nous fait donc l'air rose moins l'air bleu sur l'air rose. Alors, on a l'air rose ici qui est égal à quoi? Eh bien, l'air rose, elle est égale, ici j'ai 100 mm et ici j'ai 100 mm également. Donc ça nous fait l'air rose est égal à 100 fois 100 sur 2, c'est-à-dire l'aire d'un triangle, hein, ce qui nous fait est égal à 5000 mm². J'ai ici l'air bleu, on l'avait calculé. L'air bleu, on l'avait calculé précédemment, c'était donc l'air total sous la courbe de Lorentz, ça nous faisait 3598 est égal à 3598 mm². Alors le coefficient de Gini va être égal à 5000 moins l'air bleu, c'est-à-dire moins 3598, le tout sur 5000, ce qui me fait 1402 sur 5000, et je trouve 0,2804. Alors il faut bien comprendre que au maximum je vais pouvoir trouver quoi? Je vais diviser l'air verte par l'air rose, donc au maximum je peux avoir 1, et au minimum je peux avoir 0. 0 quand il n'y a aucune inégalité, et donc 1 quand il y a l'inégalité maximale. Donc ici, on va marquer ça, le coefficient de Gini est compris entre 0 et 1. Plus il est grand, plus les inégalités sont grandes. Donc voilà une manière un petit peu plus scientifique de mesurer les inégalités. On trace la courbe de Lorentz. Alors ici on a pris par tranche de 10%. Bien entendu, si on veut quelque chose de plus précis, on peut prendre par exemple des centiles au lieu de prendre des déciles. On aura donc 100 classes, donc on ira de 1% en 1%, etc. On pourrait aussi avoir une fonction, mais ça serait beaucoup plus mathématique. Ici, pour la courbe de Lorentz, moi j'ai pris le polygone des parts cumulées. Donc voilà, une petite rapide pour la première bisectrice, une connaissance mathématique. En fait, si vous prenez un repère, dans les repères que vous dessinez depuis que vous êtes au collège, ça délimite 4 zones qu'on appelle le premier cadran, le deuxième, le troisième et le quatrième cadran. On part d'ici le premier et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les numéroter. Et quand on trace le droite d'équation y égale x et y égale moins x, eh bien ça nous donne les bisectrices, c'est-à-dire les demi-droites qui vont nous séparer chaque angle droit du repère, ici en deux secteurs angulaires, enfin en deux angles de 45 degrés. Donc c'est les bisectrices. Et ici, bien entendu, elles sont numérotées selon le cadran dans lequel elles sont. Donc là, j'ai la première bisectrice, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ce sont des demi-droites, bien évidemment.